Bonjour messieurs, dames. Enchanté. Aujourd'hui, on va parler de gros losers, des Philadelphia Losers. Philadelphia 70 Losers, si ça continue On comme va... ça. Exactement. On va essayer de faire un meilleur podcast que leur début de saison et ça devrait pas être compliqué. On se retrouve tout de suite juste après le générique. Okay, let's go. Waouh. Bon. Compliqué, hein? On avait dit que pourrait y avoir des problèmes au niveau de l'intégration des joueurs, etc., du transfert de Paul George, mais en fait, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça ce qui se passe sur le début de saison. Juste pour... ces problèmes. Ouais, pensez pas à tout ça. Juste pour situer à peu près. Donc les Sixers sont derniers de toute la ligue et ils sont tout simplement 18e attaque sur 30. Non, 18e défense sur 30. 30e attaque sur 30. Et du coup, net rating 27 sur 30. Clairement, déjà, effectivement, si tu prends offensivement, c'est inexistant. C'est très compliqué. Bon, par rapport effectivement à l'intégration de Paul George et ses blessures dès le début de saison, à devoir s'ajuster pour l'équipe et du coup à réaliser son intégration au mieux. Sans parler de Joel Embiid bien sûr, parce que Ça va être un gros sujet de cet épisode. Hein, ouais. Embiid, ça commence à être un peu un... Je sais pas comment dire, j'allais dire un peu un Ben Simmons ou un truc comme ça, où il y a de la blessure physique, mais on sait même pas où il en est au niveau mental. Mental. Voilà, on voit clairement que mentalement, il y a un problème. Pour donner un petit peu quelques repères et quelques explications, on va dire, sur le début de saison, les trois joueurs principaux, donc Embiid, Paul George et Maxey, ont joué que 6 minutes tous les trois ensemble sur le parquet. Donc, ce qui peut partiellement expliquer ce qui se passe, mais pas que, parce que je trouve qu'il n'y a pas que ça qui va pas. Il y a d'autres choses qui vont pas. Il y a même certains choix de coaching de Nick Nurse qui nous surprennent un peu. Des choses où on avait dit que c'était plutôt bien pour Yabusele, que ça soit lui qui soit là, etc., que ça soit Nick Nurse. Bon, il y a des matchs où Gershon fait des bons matchs et puis après il joue que 10 minutes. T'as des mecs comme Kelly Oubre qui font des débuts de saison un peu douteux, on va dire, et pourtant qui continuent d'avoir du temps de jeu. Il y a vraiment pas mal de problèmes. Hein. Ouais. Ce truc-là en NBA, ça m'a toujours surpris. Bon, là, on va dire qu'on parle comme ça parce que il est français, etc. Mais par rapport à Gershon et effectivement son temps de jeu et son niveau de jeu dans les matchs, ça m'a toujours surpris et je sais que c'est un truc qui est un peu établi sur les minutes en fait avant le match, avant que le match débute et avant que les autres aussi débutent. Il détermine un nombre de minutes un peu pour chaque joueur, etc. Et en fait, il le respecte quasi à la lettre, peu importe ce qui va se passer sur le match. On a l'impression que c'est un peu, contrairement au foot, entre guillemets, par exemple, on a un peu l'impression que c'est pas faisable de gagner sa place. Limite, tu vois. Voilà. En fait, t'as été pris pour que ton rôle, ça soit ça. Et du coup, en fait, il va falloir faire vraiment un truc de fou pour que ton rôle puisse changer. C'est ça. Et en plus, en général, il change plutôt au niveau des intersaisons plutôt que dans la saison en elle-même. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Gershon, c'est qu'ils l'ont recruté donc effectivement pour être, je pense, 8, 9e homme, quelque chose comme ça. Ouais.
On a vu bien sûr avec l'absence d'Embiid qu'il avait plus de temps de jeu parce que Nick Nurse le faisait jouer poste 5 pardon, euh, ce qui était pas avantageux beaucoup pour lui et il a Ouais, quand même su il a quand même faire fait le le taf. job. Ouais. On sait qu'il est pas très grand, toujours entre guillemets bien sûr, surtout pour un poste 5. Après il compense de manière physique par son poids et sa capacité musculaire quoi, en gros Ouais. à maintenir des plus grands pivots que lui, mais c'était pas son fort. Surtout offensivement en fait, où il avait du mal à trouver sa place C'est parce que plus dur de peser pour lui, ouais, quand il est, c'est plutôt un mec qui va effectivement. être stretch four, qui va jouer plus à l'extérieur plutôt que, Ouais. enfin, Et pouvoir prendre des shoots et aussi rentrer à l'intérieur. ouais. Et c'est marrant parce que, en lui souhaitant pas la, la même fin, mais je sais pas si tu te rappelles, à Boston, c'était déjà un peu la même chose avec euh, Ochele, qui jouait en fait plus que lui, alors que quand tu regardais les matchs, tu comprenais pas spécialement pourquoi il jouait plus que lui, tu vois. Ouais. Bah là c'est ça. En gros c'est là que je voulais en venir, c'est que bon, j'ai pas d'exemple avec de noms précis à donner actuellement, mais c'est toujours un truc qui est établi comme ça, comme on disait, sur une rotation et sur le role player de chaque joueur, c'est qu'en fait ça va tellement être établi que ouais effectivement peu importe ce qui va se passer, il y aura très peu de chances que ça change en fonction de leur match. Et là, c'est clairement le cas de Gershon. Et une nouvelle fois, on dit pas ça parce qu'il est français. Bon, bien sûr, ça nous intéresse un peu plus, Oui, oui, ça fait qu'on y c'est, prête attention, voilà. Mais mais c'est déjà le cas dans plusieurs trucs et tu peux le voir clairement dans d'autres équipes, des ouais, mecs qui vont faire des bonnes prestats, euh, que ce soit sur un match ou même sur plusieurs matchs. Donc sur un match, on le disait, hein, parce qu'ils établissent le nombre de minutes, mais mm, même en gros, sur le match suivant, si t'as été bon au match précédent, bah, ça veut pas dire que t'as gagné ta place pour le match suivant. exactement. Après, moi, les noms, je les ai un petit peu, enfin ceux avec qui je faisais les comparaisons, euh, des mecs, je sais pas, comme je te disais, comme Kylie Oubre, il joue 30 minutes, euh, même Caleb Martin, il joue 33 minutes, contre Gershon qui qu'en joue que 21. Et bah, je sais pas, quand tu regardes les stats, etc., enfin, je vois pas vraiment ce qui justifie ce truc-là, tu vois. Il a presque 10 minutes d'écart avec Caleb Martin, il y a un point d'écart de moyenne. Le pourcentage, il est à l'avantage de Gershon. Euh, Kylie Oubre, c'est pareil, c'est pas parce que il a un pourcentage qui est mieux que celui de Caleb Martin, mais c'est pas non plus incroyable. Et en fait, du coup, bon, là en plus, c'est quasiment du poste pour poste, tu vois, du poste 4, parce que les deux se relaient un peu sur ce truc-là. Je vois pas de raison en fait apparente. Après, il y a peut-être des choses en interne, etc. J'en sais rien, mais je vois pas de raison apparente pour que ça soit le cas. Euh, Ouais. Au-delà de ça, au-delà des rotations, je trouve qu'en plus, pas pour charger complètement Nick Nurse, parce que je pense pas qu'il soit responsable de tout, euh, je trouve que le début de saison, il y a pas mal de couacs au niveau de la communication aussi. On avait vu au début de saison où ils avaient annoncé que Joel Embiid, ils avaient annoncé publiquement, hein, Joel Embiid le premier avait annoncé que il jouerait pas les back-to-back, qu'il jouerait plus de back-to-back avec son genou, etc. Il ne jouerait plus de back-to-back. On sait que c'est des choses que la NBA n'apprécie pas. Nick Nurse n'avait pas démenti ce truc-là. Du coup, derrière, enquête de la ligue, parce que c'est pas, on rappelle, hein, pour que les joueurs soient reconnus comme blessés, c'est des médecins de la ligue qui doivent vérifier ces trucs-là, hein, par rapport au low management qui a été installé l'année dernière, la lutte contre ça, etc. Euh, il y a eu ça, il y a eu ce qui est sorti là beaucoup plus récemment où Tyrese Maxey a reproché à Embiid d'être constamment en retard au rassemblement des équipes, etc. Et je trouve que du coup, ça dénote un peu de ce qu'on disait en début de d'épisode, c'est que
il y a, en plus du sportif qui va très mal, t'as l'impression qu'il n'y a pas que ça. Moi, c'est là où je trouve que le problème principal, c'est que euh, les mecs qui sont censés être des cadres de l'équipe, en termes de Joel Embiid et Tyrese Maxey, Mais, on sait que Embiid a des tendances parfois un peu euh, à ouvrir, à avoir une grande bouche, choses comme ça, mais là, il l'ouvre et ouais, je m'en foutiste. voilà, soit l'un, soit l'autre. Mais là, je trouve qu'il le fait et de manière mauvaise en plus. Et une nouvelle fois, oui, effectivement, avec ce low management, c'est que même le coaching staff et toute l'organisation des Sixers n'est pas clair sur ses joueurs et sur ce qui se passe en interne, puisque C'est effectivement, ça. c'est eux qui ont écopé de la première amende de cette année Ouais. sur la politique de low management qu'a mis la NBA en place. Euh, et c'est là que c'est Et tu vois, étrange. Et quand tu vois que Maxi, qui est normalement numéro plus 2, discret pour le coup. Ouais. qui est plus discret, qui est censé être derrière Embiid, Mais qui arrive à critiquer publiquement les retards publiquement, d'Embiid, c'est ça qui m'a impressionné. c'est là que tu te dis si ton franchise player est déjà critiqué par les autres joueurs de l'équipe, comment tu veux avoir une stabilité dans cette équipe et comment Qui plus, tu qui plus est par son lieutenant. En plus, tu vois, c'est ça, c'est encore, c'est en c'est presque plus encore pire que fait si par le c'était un mec numéro de la rotation. C'est ça. en plus fait par par un numéro 2 de l'équipe donc qui est censé faire partie de la Big Three qu'ils ont mis en place cette année. Ouais. C'est Au-delà de ça, inquiétant voilà en termes de relation en tout cas. ouais. Et du coup, pour enchaîner un peu dans le vif du sujet avec Joel Embiid, comme tu disais tout à l'heure et que tu commençais à comparer un peu ça avec ce qui a pu se passer ou ce qui peut encore se passer actuellement avec Ben Simmons, je suis assez d'accord et il y a beaucoup de choses où ça va pas en fait. Il y a eu ce qui s'est récemment passé avec le journaliste, alors qu'il y a eu des déclarations, je sais pas à quel point on peut être vulgaire sur YouTube, mais enfin, voilà, on va éviter de l'être. Mais le journaliste a vraiment dit des trucs complètement déplacés en disant que, enfin, en parlant du frère mort de Joel Embiid, de ce qu'il allait laisser comme image à son enfant. Enfin bref, c'était vraiment cata comme déclaration. Et où Embiid, du coup, a bousculé le journaliste en lui disant la prochaine fois que il y aura des choses de dites comme ça, il se passera ce qui se passera et j'assumerai les conséquences. Enfin, tout ça, t'as l'impression qu'il y a un microcosme autour des Sixers concentré autour de Joel Embiid où ça va pas en fait. Et moi, je pense que mentalement et physiquement, il est pas prêt à jouer. Enfin, je suis désolé. La tempête qui prend contre Miami, où Bam Adebayo lui met un cross dans le dos et t'as l'impression que il va s'écrouler par terre parce que t'as l'impression qu'il peut jamais s'appuyer sur ses genoux en fait. Quand il saute, tu le vois quand il atterrit, il est en panique. Dès qu'il fait un demi-tour, il a peur de s'appuyer sur sa jambe. Et même au lancer franc, t'as vu ce lancer franc là où les gens ils ont rigolé en disant il floppe même au lancer franc, etc. Et genre, enfin, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Physiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que son genou est pas prêt. Et mentalement, je pense que c'est peut-être encore dans un pire état que son genou. Ouais, alors, mentalement c'est difficilement évaluable bien sûr et C'est ça. physiquement c'est sûr que quand tu le vois, tu sais Il a clairement, l'air ailleurs, voilà, tu vois. tu sais clairement que le mec n'a clairement pas son capacité au niveau de son genou et après sur tout le reste du physique, on n'en sait rien. Mais en tout cas sur les genoux, c'est sûr que non. Sur les genoux, ouais, c'est sûr. On va rappeler une nouvelle fois, mais bon, on va pas rester là-dessus pendant 150 ans, mais une nouvelle fois son été complètement ahurissant par rapport à ce qu'il doit faire cette année et par rapport à l'équipe qu'on lui propose en allant jouer avec Team USA et en essayant de Surtout vu jouer. dans l'état où il finit les playoffs en plus. Complètement C'est là que je trouve ça cassé. incompréhensible, c'est qu'en fait c'est déjà un mec qui sait qu'il a un physique fragile, et plutôt que prendre soin de son corps durant un été, comme auraient pu le faire certaines personnes, même qui étaient à mon avis moins atteints physiquement que lui Ouais. de l'être, et en nouvelle fois,
lui, il prend pas soin de son corps et il préfère aller jouer avec Team USA. Et une nouvelle fois, je trouve que c'est une forme comment dire ça, de penser une nouvelle fois qu'à sa personne, puisque, Ouais, d'égoïsme, quoi. voilà, d'égoïsme, c'est le mot que je cherchais, parce que on lui propose une équipe, le mec, il se dit, ouais, ok, vous me ramenez en gros Paul George, etc., ce qui est quand même très correct, et vu le reste de l'effectif, complètement cohérent dans leur projet, Ouais, le mec, il se dit, ouais, ok, c'est bien, mais moi, je veux aller gagner ma médaille d'or au JO, donc je m'en moque de mon physique que j'aurai en début de saison. mm, Et c'est très dommageable pour les Sixers. clairement. Pour faire un peu le lien entre les deux premiers sujets, euh, ce qui m'étonne une fois de plus un petit peu sur la gestion globale de ce début de saison, euh, Embiid, donc il a commencé blessé, il a joué que 4 matchs. Pour autant, les 4, il les start, et les 4, il joue plus de 30 minutes. Donc, une nouvelle fois, je sais pas si c'est lui qui est demandeur, si c'est gestion approximative de Nick Nurse, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de discours entre les deux et du coup ils se mettent pas d'accord? Est-ce que c'est plus haut dans la franchise où ils disent ça y est, c'est bon, à un moment donné, il a le feu vert des médecins, donc il joue et il joue normal? Parce que ils auraient pu le faire jouer et dire bon bah on limite les minutes, voilà, il va jouer pour commencer 22 minutes, 25 par match, etc. Hmm. Non, là il revient et il joue en fait un temps de jeu habituel, quoi, entre guillemets. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a et pourtant ça devrait pas Ou parce l'être. qu'il y a urgence. Voilà, ce que je veux dire. Enfin, je veux dire s'il y a une dépendance de Embiid, alors bon, bien sûr il y a une dépendance d'Embiid pour être au niveau où ils veulent être, etc. Oui, Mais bien sûr. par rapport à l'effectif qu'ils ont, même sans Embiid, tu Oui, dois pouvoir jouer. Alors effectivement, quand il revient, tu dois pouvoir jouer avec lui qu'une vingtaine de minutes et être compétitif dans ton match et ou gagner ton match. Et ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison, c'est qu'ils perdent au moins 80% de leurs matchs, et qu'en plus de ça, tu vois aucun collectif et aucun jeu proposé par les Sixers. Et c'est là que c'est le plus inquiétant. la seule chose pour moi qui peut un petit peu nuancer le début de saison, au-delà des blessures dont on a déjà parlé, c'est que pour le coup, leur début de calendrier était pas le plus simple de la ligue. Ils ont commencé par Milwaukee au premier match. Bon, après, on a vu que Milwaukee s'est descendu, mais ils ont commencé par Milwaukee, ils ont perdu. Ensuite, ils ont perdu contre les Raptors. Bon, les Raptors, c'est quand même une victoire qu'ils doivent prendre normalement. Ils ont gagné contre Indiana, ils ont perdu contre les Pistons, ils ont perdu contre Memphis, ils ont perdu contre les Suns, les Clippers, les Lakers. Bon, c'est des équipes qui réussissent plutôt leur début de saison. Ils ont perdu aussi contre les Knicks, bon, contre les Cavs, tout le monde a perdu quasiment, contre le Magic, re les Grizzlies, aussi Miami. Bon voilà, ils n'ont pas eu le début calendrier le plus simple. Malgré tout, il y a des matchs qu'ils auraient dû prendre dans le lot, même sans Embiid. Ouais, voilà, je peux entendre leur début de calendrier, tout comme on peut entendre que les Cavs ont un début de calendrier facile, c'est pour ça qu'ils ont fait un 15-0, etc. Donc, calendrier, ok, pourquoi pas. Euh, Ce qui peut être rassurant aussi pour les fans des Sixers, c'est que, une nouvelle fois, ils ont eu plein de blessures, ils ont jamais joué ensemble euh, avec l'effectif qu'ils devaient avoir. Euh, Ça pourrait être rassurant si tu te dis il y a une perspective de rétablissement correct et de jouer au moins une fin de saison avec un effectif complet. C'est là où moi ça devient de plus en plus inquiétant. À l'inverse, c'est que je vois pas de perspective de santé pour l'effectif complet et je sais pas si en plus de ça, avec une nouvelle fois les problèmes qu'ils ont en interne, même si une fois que l'effectif sera au complet, est-ce qu'il y aura une alchimie dans l'équipe et une cohésion d'effectifs? J'y crois pas. On a vu des déclarations de Joel Embiid là qui dit qu'il fallait trouver la taupe au sein des Sixers.
Je trouve que c'est beaucoup, Ouais. quoi. Moi, j'ai presque l'impression que, si tu veux, la situation actuelle euh, va tellement pourrir qu'en fait, même quand tout le monde va être Mhm. un peu ce que tu disais, quoi, que en fait, même quand tout le monde va revenir, ce passage complètement à vide et néfaste, en fait, va influencer, mais dans le mauvais sens, tout le reste de la saison quasiment. Parce que si ça en devient à péter dans tous les sens, Embiid, Maxi qui s'entendent plus, s'il y a un autre truc qui sort avec Nick Nurse, que ça se passe pas bien, ceci, cela, pour peu que ça commence à sortir que Paul George ne se sent pas bien intégré ou quoi que ce soit, enfin, ça peut être catastrophique. Et si ça venait à l'être, je ne vois pas trop quels sont les leviers en fait des Sixers au cours de la saison, tu vois. Ouais. Parce que franchement, tu vas aller virer Nick Nurse à l'heure actuelle pour aller chercher qui d'autre de mieux, Je en pense, vrai. ouais, je pense pas qu'ils iraient jusque-là, à moins qu'il y ait effectivement une réelle, entre guillemets, rébellion des joueurs sur À moins si qu'on c'est soit à lui. 24-2. Voilà. Sauf si effectivement on atteint bien ce qu'on disait en joke de début de Ouais, programme de 70 Losers, mais euh, c'est c'est difficile d'aller virer Nick Nurse pour le travail qu'il fait, etc. Et d'autant plus avec l'effectif qu'il peut avoir actuellement, en tout cas. ouais. Après, sans vouloir lui tomber dessus, mais malgré tout, Paul George, pour moi, bon, ok, il a été blessé, je reste assez convaincu que ça a été un mec surcoté au niveau de sa carrière. En tout cas, actuellement, peut-être pas tout le long de sa carrière, mais le playoff P qu'on attend depuis les Pacers, en fait, on l'a jamais C'est eu. Aux Clippers, ça n'a ça a jamais fonctionné réellement. Il y a eu des bons passages, etc. Ok, c'est un grand défenseur, un mec à droit quand il veut, etc. Mais je le trouve malgré tout surcoté de manière générale. Je suis content que tout cette page, juste avant 2 heures avant qu'on tourne, là, j'avais ce débat-là avec Moulay qu'on salue, euh, où il marquait effectivement et relayait un truc de trash talk où ils ont eu ce débat-là, où ils l'ont mis dans la liste de leur top 10 ou top 5, je sais plus, des joueurs les plus surcotés actuels. Et donc, tu semblais plutôt d'accord avec ce truc-là. Et moi, je me disais, en fait, je, je comprends le point de vue, et en même temps, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord avec l'analyse, mais en fait, je pense que c'est moi qui évalue mal sa cote, parce que moi, en fait, j'attends pas plus de Paul George que ça. En fait, Je suis pour enfin, là, je vois où tu veux en venir et je suis d'accord avec toi, genre. Mais ça, c'est de manière strictement personnelle. Effectivement, personnel, j'attends mais pas plus d'un Paul George que ce qu'il apporte actuellement. c'est ça. Mais en fait, j'ai Mais l'impression, si oui, on s'en effectivement, sa cote, base à la vie générale et à l'effet général de Paul George, c'est-à-dire que quand il part aux Clippers, c'est ça y est, c'est les Clippers vont être champions, quand il arrive aux ouais, Sixers, bon, ok, enfin, en tout cas moi le premier, quand je vois l'effectif qu'ils ont globalement et en plus avec lui ajouté, je me dis que ça va être au moins des contenders, voire des favoris ouais. au niveau de la conférence. Mais toi, tu l'attends en parfaite Mais troisième pièce, voilà, en tant que tu vois? défenseur, et justement avec ces deux scoreurs qui sont Maxi et Embiid, je trouvais que le fit était bon. Et justement, Moi, en fait, puisque c'est ça. En fait, je trouve que c'est un bête de joueur de basket. J'ai aucun sujet là-dessus. Mais le mec, il est capable de jouer des deux côtés du terrain. C'est un ailier qui sait mener le ballon et dribbler, distribuer comme un meneur de jeu. Il sait défendre. Il a du shoot. Il a du jump. Un peu moins qu'il y a une période, l'âge, blessure, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est un bête de joueur. Paul George, ok, ici, il fait top 4, top 5 MVP, un truc comme ça. Enfin, voilà, une bête de joueur. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que on en revient souvent un peu sur ce sujet-là. Pour moi, Paul George, c'est un joueur plancher, c'est-à-dire qu'il t'amène à un certain niveau.
t'es sûr d'avoir ce niveau-là quand t'as Paul George. Mais pour moi, c'est pas un joueur plafond. C'est pas un mec qui te fait péter un plafond, qui te fait passer un step au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour la comparaison, je trouve que c'est un peu l'inverse d'un Kyrie. Kyrie, t'es jamais vraiment sûr du plancher parce que même si ça va beaucoup mieux ces dernières saisons, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un passage où tu savais pas combien de matchs il allait jouer, s'il allait être bien dans sa tête, bien dans son truc, etc. Mm. Par contre, Je c'est un savais pas mec si la Terre qui était te fait, plutôt ronde et tout. voilà, mais lui non plus, il savait pas s'il était Mm. au-dessus, en dessous, il savait pas trop. Mais par contre, c'est un mec qui peut te faire passer un tour de playoff. À lui Clairement. tout seul quasiment, tu Bah, vois. de toute façon, tu le vois Et sur c'est, en fait, sa finition main gauche, etc. voilà. Et ce sera En fait, jamais c'est le dans cas de ça Paul que moi George, je quoi. dis, je ne surévalue pas Paul George, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des, comme tu disais, par exemple, Paul George qui arrive aux Sixers, les gens parlent, oh, t'as vu, ils ont deux franchise players. Bah non. Et bah par exemple, Encore typiquement, moins maintenant. encore, bien sûr, encore moins maintenant. À l'époque, c'était la grosse hype, etc. Et nous aussi, on était dedans. Mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, pour continuer les comparatifs avec ce type de joueur-là, Kawhi il va plus être un joueur qui te fait péter un plafond, mais tu sais jamais le plancher. Et Paul George, plutôt l'inverse, je trouve, tu vois. Mm. Donc, ouais, c'est vrai ça ressort beaucoup actuellement, ce débat de surcoté. Et puis, bon, bah, de toute façon, tu l'as dit aussi, hein, le truc, c'est que dans les moments clés, et notamment en playoff, bah, on attend toujours la série référence de Paul George en playoff récent, quoi. Et une nouvelle source d'inquiétude pour moi, alors ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais quand tu vois Jared McCain, le mec qui est potentiellement Rookie of the Year sur les premiers retours des experts, etc. Alors, peut-être qu'il y en a, ça va être au scandale, mais excusez-moi, mais genre personne n'attend là. C'est-à-dire que si dans une équipe avec un tel effectif, un tel 5, un tel même Ouais. potentiel derrière, ça arrive à être un rookie qui est assez inattendu, qui va être, enfin, qui est potentiellement rookie de l'année, il y a quand même un sacré problème. Alors, Ouais. j'entends une nouvelle fois les blessures, etc., mais c'est pas lui qui doit être la star de ton équipe. Alors après, peut-être que ça devient un très fort joueur, etc. Oui, Pas peut-être de que c'est souci, hein. la Je bonne surprise de voilà, cette année. je veux bien être ouvert, il y a toujours des surprises dans les tours de draft, etc. Mais actuellement, je trouve ça inquiétant parce que c'est pas lui qu'on doit voir en tête d'affiche quand tu regardes les Sixers, quoi. Alors que c'est effectivement presque la seule embellie en fait du début de saison, C'est ce que je te dis. c'est McCain en fait. T'es content, enfin, lui est content parce que du coup, il finit par gagner en cote, etc. Donc, Ouais. tant mieux pour lui et pour sa carrière, Et puis effectivement. pour le coup mérité sur le début de saison, Non, hein, mais ce qu'il réalise, ça c'est clair. c'est ça que je veux dire, c'est que très bien, et peut-être que ça deviendra quelqu'un de très fort dans l'avenir, et on verra ça plus tard, mais pour l'instant, pour moi, c'est inquiétant. Bah oui, parce que si c'est ça la seule chose qui va bien aux Sixers, bon bah rendez-vous l'année prochaine quoi. Bah, Et le truc c'est que la timeline des Sixers, enfin, c'est pas censé être rendez-vous l'année prochaine. de toute façon, on l'avait dit, hein. Enfin, dans les previews, etc., c'était cette Ouais. année ou jamais. Parce que on savait déjà que le physique d'Embiid, on se demandait combien de temps il allait durer. Ça se trouve, il est déjà fini. Paul George, un peu pareil, on sait qu'il est d'autant plus vieillissant. Et après, derrière, c'était, en gros, c'était le maintenant ou jamais. Même si le maintenant, on était tous un peu d'accord pour le fait qu'il n'y arriverait pas. D'autant plus que là, on sait aussi que tout ce qui se passe autour de Philadelphie et, je veux dire, tous leurs fans aux États-Unis, etc., on sait que c'est des publics extrêmement difficiles. Très très difficile. Donc, dès qu'ils vont voir que Embiid, il peut avoir des penchants comme ça peut vite tourner à Ah oui, ils vont pas avoir de pitié, hein. Il n'y a pas clairement. d'histoire de bah on l'a vu avec Ben Simmons, hein, t'en parlais tout à l'heure, hein. Bah, c'est De quand tout va problème bien, mental, pas alors c'est problème super de mental. jouer à Philadelphie. Ouais, Dès que ça va mal, il vaut mieux partir vite pour toi, hein, parce c'est que clair. Parce que si tu vas déjà mal mentalement, tu vas pas aller mieux. c'est sûr qu'ils vont Euh, pas t'aider, ils vont pas être tolérants avec toi.
pour accentuer un peu ce que tu disais en plus sur le moment de maintenant ou jamais, euh, on parle des joueurs principaux, mais si tu regardes aussi le supporting cast, enfin, c'est pas des mecs, Kylori, Eric Gordon, André Drummond, c'est pareil, hein, C'est des c'est pas des mecs, jeunes, hein. il y Les en a, premiers remplaçants de cette équipe, il c'est y pas en des jeunes, a, hein. il y en a là-dedans, il va leur rester 2 saisons, 2, 3 saisons, quoi. Et après, Ouais. c'est, Puis Kylori, c'est fini. j'espère qu'il arrête cette année, hein, parce que ça devient compliqué, hein. Non, c'est inquiétant et assez dommageable pour les Sixers, vraiment, parce que ils avaient, en tout cas sur le papier, de quoi faire une belle saison. Alors après, on en est au début de saison, et une nouvelle fois, ils n'ont pas joué ensemble, mais la réelle question, c'est est-ce qu'ils joueront un jour ensemble? Petite, petite projection jusqu'à la fin de l'année civile, on va dire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 matchs. Brooklyn, Clippers, Rockets, Pistons, Hornets, Magic, Bulls, Hornets, Cavaliers, Spurs, Celtics, Jazz et Blazers. Un peu moins compliqué que le début de saison, mais est-ce que tu les vois quand même redresser la barre? C'est quasi impossible qu'ils fassent encore un pourcentage de victoire plus faible qu'ils ont actuellement. Faut l'espérer, hein. De toute façon, Quand tu vois 14% de victoire, ouais. ça va être compliqué de descendre plus bas. Après, faut vraiment, et c'est assez inquiétant quand même, c'est que moi j'ai commencé déjà à entendre des gens parler de tanking des Sixers. Après Ouais, 14 matchs de la saison, ça pique, hein. bah, quand tu sais que t'as un MVP dans ton équipe d'il y a 2 ans, quand tu sais que t'as un mec qui est passé All-Star l'année dernière, enfin, T'as un MVP, deux All-Star, oui, enfin, ça donc, et Paul ouais, George, non mais non, tu, ça pique, hein. tu ne peux pas, tu ne peux pas parler de tanking. Déjà, soi-disant, de manière générale, on ne devrait pas en parler, Oui, mais encore moins avec un effectif pareil. c'est clair. Là, il faut qu'ils prennent, franchement, avec le calendrier qu'ils ont, faut qu'ils prennent au moins la moitié de ce qu'ils vont rencontrer, hein. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, s'ils font pas, alors, je dis pas qu'ils vont arriver en 50-50 sur l'année civile, mais s'ils font pas un 50-50 sur les matchs qui leur arrivent, oui, ça va être très très compliqué. En plus, c'est bien parce que si t'es à l'Est en 50-50, du coup, t'as ce Non, mais ouais, ça va être compliqué. On espère quand même que ça va relever la barre et que j- j'aimerais bien que ça relève la barre sur la fin de saison, même si ça doit passer par exemple par les play-in, et qu'ensuite on arrive au premier tour des playoffs avec bah pourquoi pas une grosse confrontation, les Cavs contre les Sixers, Boston contre les Sixers, et qu'au moins ça donne que c'est eu au moins l'occasion de donner un premier tour intéressant. Quitte à les retrouver là, bah, qui joue les Knicks, qui ait une revanche de trucs, enfin tu vois, qu'il se passe un truc comme ça. C'est un des avantages d'avoir mis en place ce play-in, c'est que, en fait, Clairement. bon, enfin, là, dans leur cas potentiel, c'est que une équipe qui rate un début de saison et qui arrive à finir de manière potentiellement correcte, alors que c'était normalement une très forte équipe, elle peut finir par se retrouver en playoff et en fait retrouver des tours de playoff assez ouf dès le premier tour. En fait, Ouais. tant mieux en tout cas en termes de spectacle. Oui, Dommage une nouvelle fois pour les fans des Sixers, mais enfin en tout cas, s'ils arrêtent maintenant de jouer, c'est complètement débile puisque, comme tu disais, le pourcentage de victoire à l'Est est assez faible et ils peuvent assez rapidement remonter, en tout cas, au moins, je dis bien au moins, choper une 10e place. Donc, ouais, et puis en plus on sait très bien que à l'Est il y a aussi des équipes à un moment donné où les Wizards ça va arrêter de gagner des matchs, Pistons ça m'étonnerait que ça reste comme ça, hmm. les Nets c'est pareil, enfin ça va redescendre aussi. Donc voilà, c'était un petit peu le tableau cata pour l'instant des Sixers.
on leur souhaite à eux et à leurs fans que ça aille mieux. Et puis même si on n'est pas des grands fans de Joel Embiid, je préfère quand c'est sur le terrain que ça se règle avec lui plutôt que des trucs comme ça où au moins on peut pas juger ce qui se passe réellement, quoi. Et c'est on est un peu dans le flou en attendant. C'est clair. Prochain épisode, un épisode un peu plus joyeux, sans doute. Ouais, est-ce que j'allais dire, on en a fait deux sur des équipes un peu dans le dur, mais il y a des chances que Ouais, mais entre les deux, on a parlé de LeBron. ouais. Tout Sans spoil, sans spoil, si les magiciens continuent de faire un peu de magie, il y a des chances que ça tombe sur eux. On risque de partir en Floride. Et les magiciens qui jouent sans Merlin actuellement, en plus. Et en plus. Ouais. En tout cas, on se retrouve très vite pour parler de la suite de l'actualité NBA. À bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. Ciao. Ciao, à bientôt.